Et puis bah écoutez, je vous propose d'y aller puisqu'il est 13h35. On a laissé passer les 5 minutes. Alors moi je suis Thierry Ponce, je suis basé à Limoges. Et à Limoges, les démarrages des réunions, c'est plutôt un bon quart d'heure, donc mais on va pas attendre un quart d'heure. Parce que je pense que la grosse majorité des personnes qui voulaient participer sont là. Donc bah, bonjour à tous et puis bienvenue sur cette radio Point de Vente Collectif. Donc c'est une conférence téléphonique qui est organisée par notre association nationale de développement agricole qui s'appelle TRAM. Et puis moi, bah, je suis Thierry Ponce, je suis membre de l'équipe projet circuit court, donc à TRAM, et puis je vais animer cette radio. Donc je suis aidé par mes deux collègues Pascal et Agnès qui sont basés elles, à Aix-en-Provence, voilà, qui m'aident sur les aspects techniques. Voilà, donc bah, si vous êtes agriculteur, ou si vous êtes salarié d'un magasin, ou porteur de projet, ou agent de développement qui accompagne ce projet, bah, effectivement cette radio s'adresse à vous. Alors on peut participer en direct comme vous le faites là aujourd'hui, ou réécouter cette radio, et on transmettra, on diffusera les liens. Donc l'objectif de cette radio, c'est permettre à chacun d'approfondir bah, ses connaissances, hein, tout en étant chez soi, ou sur son lieu de travail. Et puis on aborde à chaque fois une thématique précise, toujours en lien avec les points de vente collectifs. Donc cette conférence, bah, ça dure 1 heure, et puis bah, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui on est 17 participants à écouter l'émission. Donc le thème que nous allons traiter aujourd'hui dans cette nouvelle édition de Radio Point de Vente Collectif, c'est tout ce qui se passe autour de la caisse, hein, pour un magasin de producteurs. Donc on a intitulé ça « Tenir la caisse pour un magasin de producteurs en pleine forme », sans jeu de mots. Et donc nous allons découvrir comment 2 responsables de points de vente collectif sont impliqués dans la gestion des caisses enregistreuses de leur point de vente collectif, et puis bah, du bon usage, hein, de cet outil qui semble un point névralgique du fonctionnement d'un point de vente collectif. Voilà, donc on est vraiment centré sur tout ce qui est spécifique au point de vente collectif, hein, et on entend par point de vente collectif ce que vous vivez au quotidien, chacune, c'est un lieu physique utilisé en commun par plusieurs producteurs pour assurer la vente directe aux consommateurs des produits provenant de leurs exploitations. Voilà, et dans la plupart des cas, une partie des producteurs sont vraiment impliqués dans la gestion du magasin. Alors, sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, on entend souvent dire que ce soit les agriculteurs ou les salariés qui sont impliqués dans le point de vente collectif, qui nous disent une bonne gestion de caisse, c'est un point qui est fondamental pour que le point de vente tourne bien. Donc pour ça, généralement, il y a un logiciel de caisse qui est adapté aux spécificités des points de vente collectifs, qui est un outil vraiment indispensable. Donc c'est un outil aux multiples fonctions que nous allons découvrir ou mieux connaître. Ça dépend quel niveau d'expérience on peut avoir, grâce à nos 2 invités et puis au jeu de questions-réponses que l'on fera en deuxième partie d'émission. Donc moi j'associe aussi dans cette émission un peu le client, parce que pour le client, le passage en caisse, c'est aussi un moment particulier. Et on pourra voir aussi ce qui est important de faire ou de ne pas faire pour réussir à gérer ce moment de relation entre les clients et puis les personnes, que ce soit des salariés ou des agriculteurs présents à ce moment-là à la caisse. Donc ce qu'on a préparé et prévu, c'est d'aborder le sujet autour de quelques grandes questions. Donc dans un premier temps, on essaiera de comprendre cet outil, à quel besoin il doit répondre pour un point de vente collectif. Quelles sont aussi les différentes obligations en matière de tenue de caisse, parce que là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, il y a des aspects très pratiques sur le bon usage, hein, de ces outils qui permettent de faciliter cette gestion de caisse. Qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'on peut échanger entre nous. Des questions autour de l'optimisation du
coût que peut représenter un logiciel de caisse et comment bien amortir ce coût-là. Il y aura des questions aussi autour de l'obligation de sécuriser le fonctionnement des caisses enregistreuses. Voilà, et comment bien gérer tout ça. Et puis peut-être ce que je disais tout à l'heure sur la relation avec le client au moment du passage en caisse, comment on peut renforcer l'adhésion du client au principe de point de vente collectif à ce moment quand il passe en caisse. Voilà, donc pour aborder toutes ces questions-là, on a invité 2 témoins qui ont bien voulu accepter de participer à cet échange. Donc on a honneur aux dames Céline Ousmane. Ousmane. Ousmane, voilà, merci pour la prononciation. Donc Céline, tu es agricultrice avec ton mari à Frey-sur-Agou. Alors ceux qui n'arrivent pas à situer, c'est sur le Haut-Languedoc. Et pour peut-être un point de repère que les gens connaissent un petit peu mieux, c'est non loin du village de Laconne. Voilà. L'exploitation a été impliquée dans 5 magasins de producteurs. Voilà. Et puis Céline est gestionnaire des caisses de 4 magasins de producteurs. Et tu es aussi trésorière du réseau des boutiques paysannes. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Et puis comme deuxième témoin, on a Gaspard Schmitt. Ça va pour la prononciation? Ah, on a perdu Gaspard. Allô Gaspard? Bon, bah, j'espère que Gaspard va pouvoir nous rejoindre. Il était là avec nous tout à l'heure. Donc, Gaspard est agriculteur dans les Vosges et il est président du magasin de producteurs Le Cellier des Montagnes à Achinette. Voilà, Achinette dans les Vosges. Alors, on a perdu Gaspard. J'espère que Gaspard il est perdu dans les montagnes, c'est ça? Il va nous rejoindre. Donc du coup, on pourra commencer peut-être par Céline sur les premières questions. Alors juste pour tout le monde, donc l'interview des deux invités témoins, eh ben ça va nous prendre une vingtaine de minutes. Et puis je rappelle à tout le monde que vous pouvez au fur et à mesure peut-être de l'intervention ou si ça suscite des questions. Donc vous pouvez envoyer un SMS donc à ma collègue Pascal au 07 83 31 54 86. Ou bien vous pouvez par mail, c'est plus facile pour vous, à p.méjean, Méjean comme le cosméjean, MEJEAN, @tram.org. Voilà, donc là c'est plus pour le confort d'écoute de tout le monde que l'on propose de poser vos questions par écrit ou par SMS. Voilà, donc si vous n'avez pas coupé votre micro, vous pouvez le faire en faisant 10 dièse. Et puis on va attaquer. Alors je ne sais pas si Gaspard nous a rejoint à nouveau. Je repose la question parce qu'il y a quelqu'un. Ma production locale. Bienvenue Isabelle. Nous avons commencé, mais nous avons un petit souci avec Gaspard, qui est un de nos témoins qui a disparu de l'émission. On va le retrouver. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, c'est commencer avec Céline. Céline, donc, bon, j'ai fait une présentation très très rapide, juste pour situer ton exploitation. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Et en particulier, le fait que tu es impliqué dans plusieurs points de vente collectifs et aussi trésorière du réseau Les Boutiques Paysannes. Donc, je te laisse la parole pour te présenter un peu plus. Bonjour, donc moi je suis Céline Ousmane, basée à Frey-sur-Agou. Je suis en GAEC en Trépoux depuis 2011. On est installé depuis 2000 et en fait ça fait une dizaine d'années qu'on vend toute notre production par le biais de boutiques de producteurs. J'ai participé à la création de 3 d'entre elles sur les 5
dans laquelle on est apporteur permanent. Il y a eu donc sur les 5 boutiques, il y a eu 3 créations entre 2012 et 2015. Et après, je suis impliquée dans le réseau des boutiques paysannes depuis avril 2018. Voilà. Donc nous, on est éleveurs de bovins viande et on fait 2 hectares de légumes plein champ. Et donc, comme je disais, on ne commercialise que comme ça en fait. On commercialise 100% de notre production par le biais de boutiques de producteurs dans lesquelles on participe activement à la tenue de la boutique, à la gestion, tout ça. Moi, j'ai une compétence comptable dans une première vie qui fait que une première vie professionnelle qui fait que je suis souvent responsable. Je m'occupe de la compta pure et j'ai été informaticienne de gestion. Du coup, j'ai souvent aidé à paramétrer les caisses et je suis souvent responsable du paramétrage des caisses des boutiques. Voilà. Bienvenue au club. Déjà. Pareil pour moi, Isabelle. Pardon ? Bienvenue au club des femmes qui ont des compétences en comptabilité, finance, etc. et qui contribuent largement au magasin de producteurs de nos agriculteurs compagnons. Ok. Alors c'est un point en aparté effectivement, mais que ce soit un collectif, n'importe quel collectif, une des choses importantes à faire, c'est de repérer effectivement les compétences et de les valoriser, quoi. Ouais. Alors par contre, je dirais à la nouvelle personne qui est arrivée, j'ai pas compris qui c'était. On a donné consigne à tout le monde de fermer leur micro pour un plus grand confort pour tous. Hein. Et si vous voulez poser vos questions, le mieux c'est peut-être par SMS. Je répète le numéro 07 83 31 54 86. Voilà. Alors pour moi c'est Gaspard, est-ce qu'on m'entend maintenant? Gaspard, oui. Ça y est, Gaspard est avec nous. D'accord, bon, le micro a été coupé, donc j'ai raccroché, j'ai rappelé, maintenant ça marche. Ok, d'accord. Voilà. Bon, alors du coup, je me présente alors du coup. Oui, voilà, parce que Céline s'est présentée un peu plus, et oui. Donc parole à Gaspard pour que tu puisses te présenter. Oui, voilà, donc moi je suis agriculteur en Alsace, dans les Vosges, donc je fais du fromage de chèvre, de la viande de porc et de la viande d'agneau. Et du coup, on est présent sur 2 structures collectives. Une, le Cellier des Montagnes, qui regroupe une vingtaine de producteurs, dont 15 membres, et qui a 30 ans d'existence. Et donc une deuxième un petit peu plus petite, qui regroupe 7 producteurs et qui a 8 ans d'existence. Et les profils sont assez différents en termes d'emplacement géographique, puisque la première est dans une vallée, dans un endroit plutôt rural, alors que l'autre est située dans une halle de centre-ville à Colmar. D'accord. Ouais, donc avec du coup un type de clientèle assez vraiment différent. D'accord. Ok, voilà. Écoutez bien. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'on parle tout de suite du type de système qui est installé, peut-être ou... On va y venir peut-être au cours du questionnement. Hein. Parce qu'il faut imaginer aussi que dans cette émission, il y a peut-être aussi des gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors imaginons que je fasse partie d'un projet de création d'un point de vente collectif. Je dois réfléchir à l'équipement du magasin en caisse. Et puis ça tombe bien parce que je n'y connais rien. Donc, première question, et je vous la poserai alternativement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer vraiment quels sont les besoins d'un point de vente collectif en matière de tenue de caisse? Peut-être on va commencer par Céline. Alors la particularité par rapport à un autre type de magasin alimentaire, en fait, c'est qu'à la fin du mois, il faut arriver à rendre ce qui est à César, dans le sens où il faut qu'à la fin du mois, le logiciel de caisse il puisse déterminer les ventes de chaque producteur pour lesquels les clients ont acheté des produits durant le mois, quoi. La semaine, après ça c'est spécifique à la structure, mais voilà.
Et après, bien sûr, ça c'est en termes généraux, il faut qu'elle réponde à la nouvelle loi de finances qui est le décret une loi de finances 2015 qui a mis un décret d'application au 1er juillet 2018. Enfin, vous me corrigerez si je me trompe, mais où ça obligeait à ce que tout soit enregistré et accessible par n'importe quelle administration fiscale qui viendrait contrôler les mouvements de caisse. Voilà. D'accord, donc là, Céline, tu nous dis tout de suite, il y a deux besoins principaux. Il y a des besoins par rapport à la loi, ce qui est obligatoire. Oui. Et il y a un autre besoin important, c'est celui des producteurs. Donc tu nous as dit pour les producteurs, déterminer les ventes de chaque producteur. C'est le seul besoin auquel ça doit répondre. Est-ce que tu peux détailler un peu plus? Ça peut. En fait, après, il faut pouvoir affecter donc les ventes à chaque producteur, gérer des taux de TVA sur des commissions de mise en marché qui peuvent être différentes du taux de TVA du produit qui est vendu par producteur. Là, je pourrais rentrer encore plus dans le détail, je ne sais pas si c'est l'objet. Ouais. Et après, ça peut faire plein d'autres choses, mais ça, c'est vraiment la base, en fait. Et puis aussi, gérer les histoires de remises qui sont soit à la charge du producteur, soit à la charge de la boutique, si c'est une remise commerciale qui est faite par la boutique et pas par le producteur. Et ça, souvent, c'est la lacune des logiciels, quoi. Voilà. De caisse qu'on trouve en général. Oui, parce que du coup, si j'ai bien compris, ça peut être soit le producteur qui dit, bah moi, par exemple, cette semaine, je fais 10% de remise, c'est ça, sur tel produit, ou bien ça peut être une politique d'ensemble du magasin de producteur qui dit, voilà, pour des clients professionnels qui viennent faire leurs courses très régulièrement, on peut dire, tiens, à la fin du mois, on fait une remise de 10% sur l'ensemble de leurs tickets, par exemple. D'accord. Donc ça, il faut que la Voilà. caisse et le logiciel qui va avec puissent gérer ça. Et C'est ça. d'accord. Ok. Gaspard, de ton côté, est-ce que tu vois d'autres Oui, moi déjà, je sais pas, je présenterai déjà des choses, on va dire, qui paraissent peut-être évidentes, mais donc derrière la caisse, il y a, chez nous, on a des salariés qui sont en permanence et qui font que ça, mais on a aussi beaucoup de producteurs qui viennent là et qui sont plus habitués à être derrière un volant de tracteur ou derrière leurs animaux que derrière une caisse enregistreuse. Et donc c'est vrai qu'il faut quand même que le système il soit assez simple à manipuler pour pouvoir faire les enregistrements et tout. Alors je dirais que des différents que j'ai vus, des différents logiciels en général, c'est quand même assez bien foutu, assez simple, avec maintenant du tactile, des choses comme ça. Et il faut que ce soit simple. Je pense qu'il ne faut pas lésiner là-dessus, parce que derrière, le client, qu'il soit chez nous ou qu'il soit dans un magasin plus classique, il a toujours les mêmes besoins. Il faut que ça aille vite et bien, avec le sourire si possible, mais il reste quand même ces besoins-là. Et je dirais que je parle de ça parce que notamment je sais qu'il y a deux choses qui sont assez différentes sur les deux structures. C'est que il y en a l'une, on a vraiment exigé que pour tous les produits où c'était possible de le faire, on mette des codes barres. Et du coup, ça a un peu grincé des dents pendant un temps, mais le fait est que ça induit une rapidité après d'exécution en caisse qui est vraiment qui est beaucoup plus percutante. Alors que c'est vrai que sur l'autre, je vois comment ça se passe, on est beaucoup plus un fonctionnement un peu artisanal avec des codes, où il faut se souvenir des codes, où du coup il y a des erreurs, et où il y a des guirlandes de notes tout autour du plan caisse pour retrouver des codes, ci et ça. Et donc voilà, ça c'est un petit aspect pratique par rapport au référencement produit, où je dirais que même si voilà, le code barre est un peu connoté supermarché, ça reste quelque chose qui est assez important pour bon fonctionnement d'une caisse, à mon avis. Voilà. Après, dans les éléments un peu spécifiques qu'elle a évoqués, je rejoins tout à fait ces remarques. Et notamment, c'est vrai que les logiciels qu'on peut trouver, la plupart du temps, gèrent assez bien les sorties statistiques de fin de mois. Ça, on peut obtenir les données assez facilement. Après, c'est vrai que on a pour le fait qu'on soit en vente directe, il faut pouvoir obtenir
toutes les données, réaffecter les bénéfices aux producteurs, moins en général les charges du magasin. Et donc il y a c'est en ça où en général ça se fait. Moi j'ai pas réussi à le traiter en interne avec les logiciels, c'est toujours des données qu'on extrait et qu'on fait à part quoi. Et notamment aussi, là chacun a un peu ses fonctionnements, mais les producteurs sont impliqués dans le fonctionnement des points de vente et donc ils ont aussi des banques d'heures, que ce soit pour la tenue de la caisse ou pour, je sais pas, du travail en magasin, des réunions ou autres, des banques d'heures de travail. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que pour l'instant j'ai jamais trouvé comment l'intégrer dans les logiciels classiques qui sont proposés, et ça c'est quelque chose qu'après je traite à part dans un tableau Excel. Donc c'est gestion, ce que tu disais, c'était gestion d'une banque de travail, hein, c'est-à-dire le temps passé par chaque producteur, etc. Donc ça aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel qui permette de traiter ça. Alors je dirais pas qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas à ma connaissance. À ta connaissance, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ok, enfin c'est un besoin qui peut apparaître assez vite, quoi. Oui, et qui en fait est typique de nos points de vente et qui du coup n'est pas développé parce que c'est trop marginal pour la plupart des développeurs. D'accord. Après, je voudrais... Oui, pardon. Ce qui est spécifique aussi à nos points de vente, c'est qu'on est censé avoir chaque producteur un contrat de mandat avec la liste des produits pour lequel on mandate la boutique pour vendre à notre place en fait. Et du coup, il y a mais très peu de logiciels qui le gèrent en même temps. Voilà. Le fait qu'on rentre un fichier article dans la caisse génère un contrat de mandat lié aux articles rentrés dans la caisse. Mais je suis tout à fait d'accord avec Gaspard concernant les codes barres et la facilité d'enregistrement et éviter les erreurs d'affectation aux producteurs aussi. Il faut que ce soit bien sûr le plus intuitif possible. En fait. Ouais. Donc ça, c'est peut-être, si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui vont créer un magasin de producteurs, ça serait peut-être aussi réfléchir que chaque agriculteur réfléchisse à justement la mise en place de code barre sur l'ensemble de ses produits, c'est ça? Ou au moins les produits préemballés, oui. Oui. Et donc, Céline, tu as dit aussi par rapport à l'histoire du contrat de mandat, aujourd'hui, c'est pas géré par... ça se gère ou ça se gère pas? J'ai pas tout à fait compris. Alors en fait, moi dans les 5 boutiques dans lesquelles je suis, j'ai 4 systèmes différents. Voilà. Et dans ces 5 boutiques, ça ne le gère pas, mais je sais qu'il existe des logiciels qui le gèrent, qui gèrent en plus du point de vente, enfin en plus de l'encaissement client, les contrats de mandat, les facturations de fin de mois, la facturation de commission de mise en marché de fin de mois à chaque producteur, enfin voilà, ça le gère. La banque de travail, non. Je l'ai pas vu encore. Pour des gens qui se posent la réflexion de créer un point de vente collectif, est-ce que tu pourrais récapituler ces aspects très pratiques dont tu viens de parler, qui sont pour moi des besoins et auxquels la caisse doit pouvoir répondre? Eh ben, c'est à moi? Oui. Oui. C'est à Céline de parler. Gaspard peut compléter aussi. Ouais. Du coup, il faut que ce soit le plus intuitif possible pour l'utilisateur de la caisse. Donc ça, je rejoins Gaspard avec le maximum d'enregistrement code barre. Voilà. Il faut que ça gère des taux de TVA et des remises différentes en fonction que ce soit une remise faite par le producteur ou par la boutique. Il faut aussi que, si possible, ça gère les contrats de mandat et les facturations des commissions de mise en marché de fin de mois à chaque producteur. Et que ce soit agréable au client qui est derrière. Et quelque chose qui est obligatoire, c'est que, par exemple, il faut que l'affichage client soit effectif, que le client il voit ce qu'on est en train de lui encaisser. Et aussi quelque chose dont on n'a pas parlé et qui facilite énormément la vie, c'est que la caisse soit reliée à la balance qui pèse tout ce qui passe au poids. Voilà.
Voilà, moi Non. je compléterais peut-être encore par quelque chose qui m'est aussi revenu un peu à l'esprit, qui est peut-être vu comme un aspect pratique, mais dont on a besoin tout le temps, c'est la gestion des stocks. Alors bon, déjà en théorie, on est censé faire, même dans un magasin de producteurs, faire un bon de livraison à chaque livraison de produits. Et donc, quelque part, gérer ses stocks de la même manière. Alors, aussi, ce qui est fondamental pour un magasin qui tourne correctement, c'est d'arriver à avoir des rayons qui soient remplis convenablement. Et ça, c'est souvent quand même un problème qui est observé dans beaucoup de magasins. Et de fait, justement là, il y a aussi une différence très notable entre les deux logiciels dans lesquels on travaille, c'est qu'il y en a un où il y a un extranet où on peut voir en continu à l'instant T ce qu'on a en magasin. Et donc, quand tu dis on, c'est qui? C'est les producteurs? Chaque producteur peut voir? Les producteurs peuvent se connecter au logiciel à distance depuis sa ferme et savoir exactement où en est son stock. Et ça, c'est quand même quelque chose, je dirais, qui est très important parce qu'autrement, dans d'autres magasins, on se retrouve à appeler le soir la plupart des producteurs pour leur dire bon, il te reste ça et ça. Et puis bon, allez, l'air de rien, ça fait du temps de clôture tous les soirs rajouté. Alors que finalement, si on a rentré ses stocks et que on suit ça avec attention, on peut s'éviter ce genre de manipulation, quoi. Donc ça me semble être assez important parce que ça fait aussi partie un peu de cette typicité de nos points de vente collectifs, c'est qu'on est que ce soit des producteurs d'ailleurs membres ou des apporteurs, donc des dépôt-vendeurs plus précisément, si on peut arriver à se soulager de de l'aspect en magasin, de devoir informer de ce qui reste en rayon, c'est quelque chose d'assez important à mon avis. Oui. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, très clair. Céline, est-ce que tu as des exemples comme ça J'amènerais sur les juste différents magasins? ouais. Oui, c'est pareil, quand il y a un extranet qui permet à chacun de consulter ses stocks, ça permet vraiment d'avoir toujours la boutique approvisionnée et ça permet de dégager, comme a dit Gaspard, du temps à celui qui est en boutique pour appeler les collègues en disant il te manque ci ou ça, et voilà. Et des fois on l'oublie parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, on se retrouve avec des rayons vides. J'apporterai juste une précision, c'est qu'en point de vente collectif, à partir du moment où c'est de la remise directe, ce n'est pas des bons de livraison, c'est des bons de dépôt, parce qu'en fait, la boutique n'est pas propriétaire de la marchandise qui est livrée, à la différence d'un bon de livraison où celui qui réceptionne est propriétaire de la marchandise. Enfin voilà, c'est le terme technique. C'est aussi pour ça qu'il y a les contrats de mandat. Non. Voilà, c'est ça. Et c'est pas des bons de livraison, c'est des bons de dépôt, mais ça a le même objet. Oui, d'accord. Ok. Merci pour est-ce qu'on a fait le tour des besoins auxquels effectivement les caisses et puis les logiciels rattachés doivent répondre là pour que moi ça m'éclaire bien, hein, moi qui suis novice, je comprends mieux. Ce que ça facilite mon choix aussi peut-être dans le logiciel quoi derrière. Ouais. Après, je rajouterais juste aussi par rapport à l'extranet, ce qui est super parce que souvent on a 2 ou 3 personnes qui gèrent vraiment la création d'articles, la création des nouveaux adhérents, les choses comme ça. Et le fait qu'il y ait de l'extranet et que ça puisse être fait à distance, enfin je sais pas les configurations des boutiques de Gaspard, mais moi je suis à 1h30 de route de chaque boutique. Et du coup, le fait d'avoir un accès à distance pour créer les nouveaux articles, les nouveaux producteurs et ces choses-là, ça fait gagner énormément de temps parce que moi ça m'évite 3 heures de route pour créer un article, quoi. Voilà. D'accord. Donc dans la gestion au quotidien, c'est indispensable, quoi. Ok. Oui, et puis vraiment, je dirais que je pense que maintenant la majorité des logiciels ne le proposent pas quand même. Non. Pas dire d'erreur, mais c'est pour ça que là c'est récemment que j'ai découvert un des logiciels qui proposait cet extranet. Je pense que de plus en plus ils vont le faire, mais c'est vrai que la majorité ne le propose pas. Donc je pense que si effectivement il faut être vigilant sur un point, c'est vrai que c'en est vraiment un. Okay. Voilà. Après un autre point peut-être qu'on n'a pas évoqué, c'est le service client. Donc du coup ça c'est aussi quand même un point. Alors bien entendu c'est un classique, c'est quand on a le magasin complètement rempli, que le système tombe en panne, qu'il y a une balance qui se déconnecte, que le réseau se fait pas, que ci, que ça.
c'est fou, hein. C'est à Pâques ou c'est le jour férié où vous êtes le seul ouvert toute la région. Enfin bref, c'est assez incroyable. Et donc bon, et bien entendu, c'est quand on n'a pas d'assistance. Donc bon, ça c'est, je dirais que c'est aussi quand même un point à être vigilant. On a souvent des horaires d'ouverture qui diffèrent également de magasins classiques. Et donc, bon, ben, autant que possible, arriver à voir s'il y a le service qui est assuré derrière, ça me paraît être quelque chose d'important. Donc il y a besoin d'un service réactif, ouais, et puis à des horaires parfois un peu compliqués, c'est ça? Mhm, mhm. Bon, nous, on est ouvert Ok. le dimanche, par exemple. Alors, c'est vrai que jusque-là, bon, on a un où c'est pas l'après-midi, mais encore le dimanche matin, ils assurent encore, au moins en théorie. D'accord, ok. Oui, c'est important parce que c'est quand on est au front qu'on voit l'efficacité de la logistique arrière, quoi. Ok pour ces aspects qui sont fondamentaux, quoi, hein, parce que c'est de bien cerner les besoins, ça permet de faire le choix derrière des bons outils pour répondre à ces besoins-là, quoi. Donc peut-être question posée à Céline, peut-être plus sur les aspects d'obligation en matière de tenue de caisse. Là, tout à l'heure, tu nous as parlé d'un article de loi et d'une loi qui était passée et qui était applicable En au fait, 1er janvier. c'est une loi qui est passée en 2015 et son décret d'application, il est en application depuis le 1er juillet 2018. Alors, Alors, de quoi s'agit-il? en fait, c'est que exactement, en fait, c'est que tout contrôleur administratif fiscal ou douane ou fisc doit pouvoir venir à la boutique et récupérer un enregistrement dans un type de fichier très spécifique, je vous dirai pas lequel, à tout moment. Donc il faut qu'il puisse brancher une clé USB et récupérer l'ensemble des données. Et dessus, il va voir tous les mouvements qui ont été faits, les créations de tickets, les annulations de tickets, les transferts de paiement, enfin la totalité des opérations qui ont été effectuées à la caisse. Ça, ça a été mis en place pour éviter la vente non déclarée, on va dire. Et Ouais. après, Fraude à la TVA, etc. ouais, fraude à la TVA, etc. Et bon, nous, on n'est pas, enfin, dans toutes les boutiques que je connais, on pratique pas ce genre de choses parce que tous les producteurs sont payés avec ce qui est encaissé. Donc, il n'y a pas de double caisse, quoi, comme il peut y avoir dans certains restaurants. Enfin, voilà. C'est lié à la fraude à la TVA ou la fraude au chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. Mais tu ça, me confirmes bien normalement, que toutes les cette caisses, elles réglementation, sont obligées, enfin, ou alors, il faut vraiment s'assurer que la caisse, elle est cette attestation de conformité à la loi de finances 2015. oui. Voilà. Donc Non, là, faut pas pratiquement, lâcher surtout. oui, c'est ça. Parce que le responsable, c'est pas celui qui vous a vendu le logiciel, c'est vous, hein. Enfin, c'est l'utilisateur, quoi. En cas de contrôle. D'accord. Ouais. On parle de données inaltérables et de sécurisation des données. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Sécurisation des données, comment dire? Il faut que à tout moment, on puisse consulter l'historique de tous les mouvements, de tout ce qui est passé dans la caisse, à tout moment, quoi. Enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais D'accord, oui. quel type de données? Qu'est-ce qui a été vendu, quel article, avec quel TVA, comment ça a été encaissé, si ça a été encaissé en espèces, en carte bleue, en chèque ou autre paiement, enfin, tout ce qui peut renseigner le fisc ou les douanes sur les types de produits qui sont vendus et tout ça. Oui, c'est-à-dire si je suis à la caisse et si j'annule une partie d'un ticket encaissé, etc., ou bien si je dis tiens je vais travailler avec la date de hier ou ou si je supprime une ligne, etc. Tout ça, il faut que ça soit tracé. Il faut que ce soit visible en cas de contrôle. Ouais. D'accord. Et du coup, en termes de ces données, elles sont stockées où? Elles sont stockées sur le logiciel de caisse. Il faut les sauvegarder. Généralement, elles sont dans le disque dur et après, il y a des sauvegardes, ce qu'on appelle dans un journal fiscal.
à faire régulièrement ou qui se font en automatique quand il y a un disque dur externe qui est branché et avec un accès à la possibilité de générer à nouveau le fichier fiscal à tout moment, quoi. Voilà. D'accord. C'est ce que vous pratiquez sur vos différents points de vente? Oui. 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 Gaspard aussi? Oui, oui, effectivement, il y a ça. Après, pour le coup, la sauvegarde, il faut la faire tous les jours. S'il n'y a rien d'automatisé, quoi, ce qui est assez pénible. Voilà, sur nos systèmes. Mais effectivement, Donc, c'est bien ça qu'il faut faire. donc un des besoins, ça serait que ça soit automatisé? Oui. Oui, clairement. Actuellement, ça ne l'est pas. Donc si vous avez eu une journée d'enfer et que vous oubliez, bah voilà, à la fin de la journée, c'est pas fait. Après, on peut faire des sauvegardes plus tard et tout, mais c'est juste que ça sécurise moins les données, quoi. Hein. Oui. Si on perd, on risque de perdre des... Oui, Oui, d'accord. Ouais. Donc, bah, c'est peut-être un point auquel il faut faire attention si on veut investir ou réinvestir parce qu'il faut changer. À ce niveau-là aussi important. Alors, si je fais pas ça, si je réponds pas à cette loi là de 2016 là qui est applicable au 1er janvier 2018, je risque quoi? Bon, On va me mettre en prison? Il y a des amendes sûres. Après, est-ce que c'est pénalisable? Là, j'en sais rien, mais je peux chercher. Alors moi j'avais ouï dire que je risquais 7500 €, c'est ça? Et C'est puis ça, obligation ouais. de me mettre en conformité dans les 60 jours. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez eu ce type de contrôle déjà depuis l'application de la loi? Non. Non, rien pour moi. Pas pour l'instant dans vos magasins. Bon. Mm. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place tout de suite et puis pour ceux qui ne l'ont pas. J'imagine aussi que les logiciels doivent être conformes à la loi, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez une attestation de conformité que votre vendeur de logiciels vous a fourni? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez faire? Normalement, enfin, avec la... Pardon, j'ai coupé la parole à Gaspard, peut-être. Non, c'est effectivement assez explicite. Il y a un endroit dans le logiciel où on peut imprimer directement son attestation. D'accord. Donc ça, en principe, c'est bon, mais normalement, il faut l'avoir aussi, quoi. Ouais. Donc après, oui, il y avait des. Je regarde en même temps les questions là qui nous sont parvenues, etc. Il y a beaucoup de questions sur oui, mais dites-nous en gros quel logiciel irait le mieux pour notre point de vente, etc. Eh ben oui, bien sûr, j'imagine que c'est la question. Si on a une, c'est celle-là. C'est lequel le meilleur? Voilà, c'est ça. Alors, dans le type d'émission qu'on propose, on ne veut pas tomber dans un comparatif de logiciels. Bon, effectivement, je pense qu'il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne ou l'effet des différents réseaux qui existent, des magasins de points de vente en France. Par rapport à cette histoire de certification et puis de conformité à la loi, il existe des moteurs de recherche qui permettent d'avoir les certificats qui sont émis par l'AFNOR certification. Donc ça, on pourra peut-être mettre après l'émission et en même temps que le lien avec l'émission des liens pour aller chercher sur Internet. Et puis on a le moteur de recherche des certificats émis par la LNE. Ne me demandez pas ce que c'est que la LNE, avec un emplacement aussi qui permet d'accéder à différents logiciels qui sont certifiés. Voilà, mais du coup, bon, peut-être, je ne sais pas si on rentre dans quelques noms de logiciels, peut-être si, sous forme de témoignages, les logiciels que vous utilisez chez vous, hein. On sent que tout le monde brûle d'envie d'y aller. Oui, bon, parce que bien sûr, c'est la question que tout le monde se pose. Après, effectivement, moi, c'est sur le premier magasin, du coup, on a c'est une métier qui fait, parce que c'est souvent scindé entre un balancier et puis du coup un éditeur de logiciel. Donc nous, on était avec Métis pour le logiciel et Avry Berkel pour les balances. Et donc le premier va en fait simplement arrêter. Il nous avait même dit jusqu'à il y a peu que débrouillez-vous après, quoi.
Et bon, il semblerait que quelqu'un reprenne quand même leur licence et qu'il y aurait du coup quelqu'un qui prendrait la suite. Donc, nous, dans notre région, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce tandem. Et voilà, donc, qu'en dire, ça marchait pas si mal, mais quand même avec des bugs et peu de possibilités de les résoudre. Par exemple, des choses assez grossières comme, par exemple, en flashant des produits, des fois, on typait le produit, ça faisait le bip du code barre, et en fait, le produit n'était même pas typé, quoi. Donc, ce qui a pu causer beaucoup de ratés, quoi, et vraiment un manque à gagner, quoi, assez conséquent. Et puis, beaucoup de difficultés à avoir des réponses à ces questions pour ce genre de problème quand même important. Et voilà. Alors après, par exemple, ce système n'a pas d'extranet, donc effectivement, pour moi, était vraiment quelque chose d'un peu embêtant, quoi. Après, sur le deuxième point de vente, c'est Micropointe qui fait la partie logicielle et Precia Molène qui en balance. Et donc, bon, là, c'est vraiment tout nouveau, on vient de l'installer. C'est vrai que pour là, ça a l'air d'être vraiment bien. Mais comme dit, en général, on s'aperçoit vite après un certain temps. Donc, voilà. Mais présentement, en tout cas, j'ai l'impression que ça apporte plus de réponses à mes besoins que ce que m'apportait l'autre combiné. Voilà, D'accord, pour merci mon expérience. Pour ton expérience, oui, merci. Céline, de ton côté? Alors, moi, je suis sur 4 logiciels et en fait, j'ai découvert un 5e il n'y a pas longtemps. Enfin, 4 logiciels. Après, j'ai pas les tenants et les aboutissements de la liaison balance. Alors, c'est surtout souvent le même balancier et enfin le même prestataire pour les balances qui ont des comment dire des certifications de liaison entre les deux parce que ça coûte très cher, je crois, de faire relier une balance à un logiciel pour être sûr que, par rapport aux douanes, pour être sûr que c'est bien le bon poids qui est transmis à la caisse. Aujourd'hui, on va dire que dans les logiciels que j'ai, j'en ai pas un qui est super complet, quoi. Il y en a qui font une partie du travail, d'autres qui le font pas et qui font quelque chose que fait pas l'autre. Enfin bon, voilà. Donc moi, je suis sur, il y a 2 boutiques où il y a une balance avec un logiciel, donc c'est une balance, c'est tout intégré. Ça, c'est un logiciel qui est portugais, je crois que c'est Marques, la marque. Mais bon, enfin, voilà. Là, il n'y a pas trop d'extranet où il marche très mal. Après, on a Vectron à Clermont-Lérault. Là, il y a de l'extranet, mais on peut pas sortir les contrats de mandat, tout ce qui nous irait bien, quoi, ni les facturations de fin de mois. Après, il existe des logiciels qui ont été édités par Pointex, qui apparemment font un peu plus les ventes fin de mois et l'extranet et qui permettent de gérer ces fameuses remises spécifiques aux producteurs ou spécifiques à la boutique. Et après, là, il vient d'être installé dans une boutique qui vient de se créer, ça c'est mon expérience réseau, une boutique qui vient de se créer à Nantes, à côté de dans le Gard, là, à côté sur le Larzac. Et eux, ils sont passés avec un logiciel distribué par le Ségard. Voilà. D'accord. Ouais. Qui apparemment fait les contrats de mandat, fait tout, quoi. Ok. Voilà, mais j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. D'accord. Pour l'instant. Il y a plusieurs produits sur le marché et puis chacun, si j'ai bien compris, avec des qualités et puis certains défauts. manques. Voilà. Ouais, voilà. Bon, alors vivement le logiciel très adapté. Voilà. Alors oui, notamment quand même un des aspects que j'attends de voir avec Micropointe là, c'est qu'ils m'ont assuré, parce que n'assurent rien du tout en termes d'assistance le week-end, ce qui moi me posait un vrai problème. Mais ils nous disent que ils ont comme un système de cache de mémoire qui fait que même s'il y a des soucis
à un moment donné de plantage, on peut réactiver et être comme une sorte d'autonomie pendant le week-end j'aurais du mal à réexpliquer ça, mais bref, sur une deuxième session, et puis qu'après, le lundi, ils nous remettent tout ça tout bien, tous ensemble, et que du coup, voilà, ça ne qu'il n'y avait pas de réel besoin d'avoir une assistance le week-end. Bon, on verra le jour où ça plantera et on verra comment tout cela fonctionne. Voilà. Alors il y avait des questions sur finalement un équipement comme ça représente quel investissement et puis en termes de fonctionnement au quotidien, combien ça coûte et peut-être derrière qu'est-ce que ça rapporte aussi. Oui. Qui veut répondre? Peut-être Céline? Alors, dans les 5 boutiques, en gros, ça va de 2 000 € à 6 000 € l'investissement. Alors après, tout dépend si la caisse elle est reliée à la balance ou pas. Parce que ça, l'agrément, c'est au moins 400 € par an. Enfin bon, après, il y a ça aussi, hein. Il faut faire attention parce que quand tout est relié, malgré tout, quand on fait faire comment on dit, on fait contrôler la balance, parce que tous les ans ou tous les 2 ans, il faut faire contrôler la balance. Et en fonction de la liaison de caisse qu'il y a, si c'est pas certifié ou si l'éditeur a pas fait valider sa liaison, ça coûte pas. Normalement, ça coûte dans les 80 € la visite tous les 2 ans. Là, c'est 400. Bon, faut faire attention à ce qu'on achète. Et après, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est plus efficace. C'est vraiment pas lié. Enfin, je vois, nous, une caisse qui coûtait très cher et qui fait le moins de choses. Non, mais voilà, mais on l'a acheté il y a très longtemps. Donc, Et puis après, il y a le coût des mises à jour aussi. Parce que par exemple, il y a des éditeurs qui ont intégré dans leur mise à jour la fameuse mise à jour liée à la réglementation de la loi 2015, là. Il y avait rien à payer en plus, c'était dans le cadre des mises à jour et donc dans le cadre de la maintenance, mais il y en a d'autres qui ne prévoient pas les mises à jour dans la prestation de maintenance et du coup le facture en plus, quoi. Donc c'est important de voir tout ça avant et le coût des maintenances aussi. Oui. Gaspard, de ton côté, l'expérience? Je crois que c'est difficile de donner un prix parce qu'effectivement ça dépend de tellement de choses. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on paye pas juste un logiciel, on paye aussi en fonction du nombre de balances reliées et tout ça. Je crois que je dis pas qu'il faut mettre de l'argent en l'air, mais ce qu'il faut absolument, c'est que ça fonctionne, quoi, et que derrière, on puisse, quand on a du monde, encaisser sans avoir rencontré de problème, que ce soit fluide et que tout ça soit sécurisé. C'est sûr que ça dépend beaucoup du chiffre d'affaires des magasins, mais après ça reste un montant qui en général sur l'année est faible par rapport à ce qui est engendré comme chiffre d'affaires. Donc avant tout, c'est qu'il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit pratique pour les producteurs. Je crois que c'est la première des questions. Donc voilà, quel est le logiciel miracle? On l'attend. Oui. Et après, souvent, là, on parle de Pardon. Oui, vous avez l'air de dire quand même que c'est pas un investissement énorme. Tout dépend du chiffre d'affaires, effectivement, du magasin. Mais par rapport au service que ça peut rendre, vous avez l'air de dire que c'est plutôt tout à fait acceptable. Disons que les balances sont souvent extrêmement chères. Donc après, derrière, ça paraît presque... voilà, c'est à mettre à côté. Tout dépend ce qu'on veut. Oui, c'est dit. Tout dépend ce qu'on veut faire avec la balance, en fait. Parce qu'une balance connectée, ça peut valoir 200 €. Et après, si on demande à la balance de sortir des étiquettes avec des codes barres pour des produits qui sont emballés à des stands différents du stand d'encaissement, là, on passe sur des groupes étiqueteurs et ça peut coûter très cher, quoi. Mais ce qui compte aussi, on a parlé de logiciels de balance, mais on n'a pas parlé de matériel, parce qu'en fait, suivant les logiciels, ils ont leur propre matériel, ou alors ça marche sur un ordinateur tout simple avec un écran tactile et un afficheur client. Et ça, c'est beaucoup moins cher que souvent des logiciels de caisse qui sont intégrés à des gros blocs que si le matériel tombe en panne, il faut tout changer, quoi.
Vous avez Oui, compris d'accord. ce que je viens de dire ou... Oui. Oui, moi ça me semblait clair. Mais... Voilà, c'est soit des logiciels PC, quoi, ou Mac, ou j'en sais rien quoi, soit c'est des logiciels vraiment qui sont liés à du matériel de l'éditeur et que quand on change de logiciel ou quand on change tout, il faut tout... Enfin, quand il y a un problème, il faut tout changer. Oui. Ah. Mais par contre, tu as abordé un point, notamment par rapport à la balance étiqueteuse. Ça renvoie aux besoins qu'ont les producteurs pour gérer leurs Sur produits certaines à l'intérieur du boutiques, ouais. magasin. Ouais. Ouais, ça dépend les boutiques et le volume de vente des boutiques. Moi, je suis pas concernée parce qu'on est dans des boutiques qui font pas des énormes chiffres d'affaires, mais je sais qu'il y a des boutiques où il y a plusieurs points d'emballage, où chaque par exemple au fromage ou comme dans les supermarchés, où ils vous sortent un ticket avec un code barre. Et là, par contre, c'est des balances, c'est des groupes éditeurs, et là, c'est à chaque stand d'emballage, c'est un prix, quoi. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai Alors, qu'on n'en a pas trop parlé et effectivement, c'est des systèmes assez différents, mais qui, bon, nous c'est ça, hein, c'est vrai qu'on a deux balances qui sont derrière des rayons service boucherie, où du coup on type tous les produits viande, etc. Et qui après derrière on génère un ticket qui a un code barre et après ce code barre est typé en caisse et reprend l'intégralité des produits sur le ticket final. Et donc, c'est ça, et c'est là que les balances, elles valent entre 4 000 et 6 000 euros pièce, quoi. Voilà. d'accord. Ouais. Mais ça permet une fluidité sur des magasins qui ont du débit et beaucoup de clients, ça permet une fluidité Oui, absolument, parce que d'ensemble. derrière, ça veut dire que nous, avec ce système, donc on a deux balances donc derrière les rayons service, et après on a deux caisses où on va encaisser le reste des produits préemballés, plus les légumes et tout ça. Et bon, à deux caisses, on fait vraiment face je dirais quand même à beaucoup de clients. Pour parler chiffres, on a fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le magasin. Et puis sur une matinée, sur une journée totale, on fait couramment entre 8 et 8 000, environ 8 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quand même un certain nombre de clients qui passent, quoi. Donc juste avec deux caisses, on arrive à faire ça. Donc ça, c'est quand même dû au fait qu'on peut préparer en amont une partie du travail et quand on arrive en caisse, ça va plus vite, quoi. Voilà, donc c'est vrai que cette organisation, elle fonctionne. D'accord, ok. Alors, le temps passe vite, on arrive sur la fin un peu de l'émission. Il y a quelques questions très, très précises. Il y a une question qui avait été posée sur comment vous gérez quand il y a présence de monnaie locale, des systèmes d'échange ou des monnaies locales. Est-ce que ça, vous arrivez à l'intégrer dans votre gestion de caisse ou comment ça se passe? Je pense que, moi, j'ai pas ça dans aucune de mes boutiques, mais par contre, je pense il faut voir que le logiciel, il gère des modes de paiement et qu'on puisse créer des modes de paiement, en fait. En fait, comme il gère les cartes bleues, les chèques, les espèces, les virements ou des comptes clients, il y a moyen de générer un autre type de paiement. La plupart des caisses font ça, quoi. Oui. Pour ma part, je ne sais pas. D'accord. Après, je regarde les questions qui avaient été posées. Oui, c'était le lien aussi justement des caisses, des logiciels de caisse, etc., avec les logiciels plus de comptabilité générale du magasin. Comment ça se passe? Est-ce que c'est au point? Moi, aujourd'hui, qui fais la compta dans le cadre des 5 boutiques, je ne me sers pas du tout de ce qui est télétransmis, qu'on peut télétransmettre de la caisse vers la compta. Mais parce que je ne suis jamais plongée comme il faut. Parce qu'il faut du temps pour tout paramétrer et souvent on est très pressé à l'ouverture quand on achète la caisse et qu'on ouvre le magasin et que déjà il faut prendre du temps à paramétrer toutes les bases de données et c'est vrai que ça je m'y suis jamais pensé, mais c'est sûr que en ayant moi perso un logiciel de facturation chez moi qui télétransmet les factures directement en compta, c'est génial, quoi. Enfin, si ça peut le faire, c'est top.
Et du coup, si je comprends bien, si vous aviez un conseil à donner à des créations de magasins, n'attendez pas le dernier moment pour mettre en place la caisse Ouais, et commencer à tout tout régler. paramétrer, ouais. Ouais. Parce que si Et vous faire attendez des la tests. veille, Et ouais. faire des tests surtout. Et après, moi, je Ouais. conseille, c'est avant d'acheter quel que soit le logiciel qu'on achète, de demander une démo, et pas une démo par internet, là, une démo où le prestataire il vient et vous lui faites générer des tickets où il y a des remises, pas des remises, imprimer les fameuses factures de fin de mois, enfin voilà, de voir vraiment l'intégralité des fonctionnalités du logiciel avant de l'acheter, quoi. Oui. Parce que par Alors on téléphone, arrive. ils vous disent oui, ça le fait, mais quand Alors on on est dans le arrive sur courant, un dernier point qu'on voulait questionner, c'était justement sur les compétences des utilisateurs. Il y avait des questions, quelqu'un avait posé la question, comment former tous les intervenants, que ce soit les salariés ou les agriculteurs qui vont tenir la caisse. Comment vous avez procédé, quels conseils vous donneriez à des gens qui veulent débuter. Qu'est-ce que vous faites en termes d'harmonisation des pratiques pour que les choses soient faites à peu près de la même façon. Il y avait des questions autour de comment vous gérez au sein de votre magasin des petits détails qui bloquent ou qui peuvent bloquer ou générer des erreurs. Cet aspect monter en compétence. Gaspard, comment vous y êtes pris? Bon, je sais que ce qui peut être souvent délicat, c'est effectivement les clôtures de fin de journée, parce que dessus, il y a toujours un peu entre ce qui est édité par le système de caisse, justement, et puis après, la feuille finale, il y a souvent un peu de griffonnage avec, zut, oui, il y avait un bon d'achat à tel endroit, alors on fait une petite rayure, un peu des modifs et tout ça, et donc on essaye d'harmoniser les choses au maximum pour que ceux qui pointent après, en fin de mois, sur les relevés bancaires, qu'on s'y retrouve, quoi. Alors quelles compétences, je suis pas sûr qu'il faille vraiment des compétences incroyables, mais ce qu'il faut, c'est arriver à communiquer dans nos magasins correctement pour qu'effectivement tout le monde fasse pareil. Et c'est là que c'est pas facile. Ça dépend beaucoup des profils de chaque magasin, mais arriver à être suffisamment bon pour que tout le monde fasse pareil quand on est parfois 20-25 intervenants sur les caisses à faire des clôtures. Voilà, on a beau faire des formulaires pour dire faut faire comme ci, comme ci, comme ça, c'est très dur d'arriver à homogénéiser les pratiques. D'accord. Du coup, vous pratiquez comment? C'est des échanges entre vous? Oui, et forcément il y a quand même un responsable, quelqu'un qui vient tirer les oreilles quand c'est pas bien fait, qui rappelle que non, c'est comme ci, c'est comme ça, voilà, forcément. Voilà. Donc il y a quand même un responsable, il faut désigner un responsable, ça c'est sûr, dans tous les cas. D'accord, ça c'est un conseil que vous donneriez à tous les points de vente. Céline, de ton côté, moi je voudrais rajouter qu'en fait, sur la montée en compétences, comme on disait tout à l'heure, c'est bien de voir qui a des compétences et en quoi. Parce que moi, autant je sais faire de la compta et ça, mais je sais pas faire de la peinture ou des étagères, quoi. Enfin voilà. Donc dans les boutiques, on a besoin de toutes les compétences. Généralement, il y a 2 ou 3 chargés de caisse, c'est-à-dire qui sont en capacité de créer des articles, des nouveaux producteurs, des choses comme ça. Et après, en termes de quotidien, généralement, les 3 chargés de caisse sont formés par l'éditeur, ou le prestataire qui l'a vendu, et ils font des formations après en interne aux utilisateurs, aux futurs utilisateurs, pour ce qui concerne l'utilisation quotidienne. Et après, il y a des fiches de procédure à tenir, et après, on demande, pour ceux qui font la compta derrière, de bien écrire le maximum d'informations quand vraiment ils sont pas arrivés à se dépatouiller, parce qu'en fait quand on est devant la compta, on n'a pas une boule de cristal, donc on veut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Non mais ça vous fait rire, mais moi c'est un peu ça quand même. Et après, qu'est-ce que je voulais rajouter, il faut surtout que les gens ils comprennent qu'en fait ils vont rien casser, ça va pas exploser s'ils se trompent de bouton. Il faut bien sûr que les responsables de caisse ils déverrouillent un maximum de choses pour qu'il n'y ait pas de destruction de bases de données ou d'informations. Voilà. Ouais.
il y a des niveaux d'accès en fait dans le logiciel. D'accord. Oui. Alors, moi, j'apporterai une Utilisateur, petite administrateur. nuance dans notre fonctionnement par rapport à ce qu'elle a présenté. C'est que nous, on exige en fait que chaque producteur et même dépôt-vendeur fasse le référencement lui-même. Il n'y a pas un responsable pour ça. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est important parce que ça responsabilise beaucoup, du coup, que quand la personne amène son produit, ils sachent que leur produit doit être référencé et doit être testé. Et si ça marche pas, eh ben, il ne sera pas mis en vente. Et Ah oui, je non. trouve que c'est important parce que du coup, autrement, des fois, c'est un peu trop, hop, je ramène mon truc n'importe quand, puis après, c'est la panique en caisse quand ça marche pas. Et voilà, donc même un dépôt-vendeur, je le forme au départ pour qu'il sache référencer lui-même son produit et ensuite à lui, d'une part, d'imprimer les étiquettes qui vont au rayon et aussi, bien sûr, d'avoir référencé le produit. D'accord. Ok. Moi, ça, je le fais pas parce que je me suis retrouvée avec des articles qui étaient référencés mais qui n'étaient pas affectés à des producteurs. Ou alors des producteurs qui étaient référencés mais les articles étaient référencés sur un autre. Enfin bon, voilà, j'ai arrêté à ce que n'importe qui puisse créer des références. Par contre, bien sûr, chaque apporteur, qu'il soit permanent, pas permanent, est censé vérifier que son produit il est encaissable, quoi. Sinon il n'est pas mis à la vente, ouais, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que ça oblige les apporteurs à prévoir bien en amont de leur livraison qu'ils vont avoir des nouveaux produits pour que les responsables de caisse ils aient eu le temps de mettre tout en œuvre pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et après, chaque producteur peut bien sûr imprimer ses codes barres. Ça pour moi c'est de l'utilisation simple. Enfin, ouais. Ok, merci. Et après, pour finir avec cette histoire de compétences, c'est que nous, dans nos boutiques, chaque permanent est responsable de sa caisse tous les soirs. C'est-à-dire, il est responsable jusqu'à ce que ce soit à la banque. Donc, ça limite vraiment les erreurs de caisse, du coup. Parce que sinon, s'il y a des erreurs, c'est lui qui paye. Mais quand on touche au porte-monnaie, généralement, les gens ils font beaucoup plus attention. Ils sont plus concentrés. C'est certain. Voilà, c'est ça. Ok, merci pour ce point. Il y a peut-être juste une dernière question qui avait été posée par les participants. C'est finalement ces outils-là, ils peuvent générer aussi une masse de données. Quelle exploitation vous en faites la question c'était quelle exploitation pertinente faire de la masse de données disponible? Qu'est-ce que vous exploitez ou qu'est-ce que au contraire vous n'exploitez pas alors que c'est disponible? Alors nous, ce qu'on exploite, c'est se rendre compte de quel producteur a quel pourcentage de volume de vente dans la boutique. Qu'est-ce que je représente chaque producteur, chaque apporteur. Ça, on l'exploite en fin d'année en AG. Après, on exploite aussi la répartition viande, fromage, épicerie. Enfin voilà, voir un peu quel type de rayon dégage quel volume. Et après, voilà ce qu'on exploite à peu près de la caisse, quoi, de ce qui sort de la caisse. Et bien sûr, les statistiques clients dans le sens où oui, combien de le montant du panier moyen, le nombre de clients qu'on a par jour, par mois, par an, enfin voilà. Ce qui permet de voir si on a des nouveaux ou pas. Enfin, après, il y a des logiciels aussi qui gèrent un listing client et qui peut permettre de faire, je sais pas moi, des mailing lists ou des choses comme ça pour inviter les gens à des inaugurations, enfin voilà. Oui. Des animations. Gaspard, de ton côté, tu utilises quoi comme Ouais, j'aurais rien de spécial à rajouter. Effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment important d'arriver à exploiter un minimum ces données parce qu'on a souvent des idées préconçues et des fois quand on fait des stats, on se rend compte que ça peut être différent de ce qu'on pensait. Donc prendre le temps de le faire, c'est important. Donc c'est vrai que ces dernières années, on a quelqu'un qui nous a sorti des stats un peu plus poussées que moi ce que je faisais à la base. Et ça nous a vraiment montré beaucoup de choses. D'accord. Oui. Juste une dernière question, c'était un point de vente tous paysans, Saint-Maximin, pour pas les citer, qui posait la question, est-ce plus facile avec les codes barres dont on a parlé tout à l'heure? Ah oui, carrément. Ouais. Ça évite de se tromper d'affectation déjà.
parce que quand on est dans une caisse où on rentre les codes nous même à la main, j'ai connu ça dans des boutiques en fait, et ben au lieu de taper 924 le fromage de chèvre, on tapait 294 et du coup c'est pas du tout le même produit et c'est pas du tout le même producteur. Du coup il y a beaucoup moins de problèmes d'affectation des produits à chaque producteur. Et puis ça, il y a une rapidité. Oui, c'est en des caisse problèmes qui, d'affectation et puis de fatigue mentale, quoi. Hein. L'air de Ouais. rien, quand toute une après-midi on est au taquet à encaisser, si on peut se concentrer plus sur la discussion avec le client et avoir plutôt qu'à se rappeler des codes, c'est quand même. Alors après, c'est vraiment un service au client qu'on offre qui est différent, quoi. Ouais, ça me paraît essentiel, notamment là-dedans, quoi. C'est la disponibilité mentale, à quoi on l'affecte, quoi. Ok. Et Alors, puis si la on parle de cette rapidité d'encaissement, ouais. si on parle de cette disponibilité mentale, on sait peut-être le tout dernier point parce que le temps, on a débordé un peu le temps de l'émission, mais c'est pas très grave. Quand vous êtes en caisse, vous conseillez quoi pour des producteurs qui n'ont pas l'habitude de faire ça et puis quelle relation vous établissez avec le client à ce moment-là, au passage en caisse? Là, on sort de la machine, on est plus sur l'aspect humain. Hein. Gaspard. Gaspard. Bon, chacun, je dirais vraiment chacun sa personnalité. Après, et bon, ce qui est parfois difficile à faire ressortir, même dans ces points de vente, et c'est que même quand on est producteur, d'arriver à parler un peu de notre quotidien et de ce qu'on est en tant que producteur. Des fois on arrive à plus y songer, alors que c'est des choses qui sont très importantes, quoi. Et donc voilà, arriver à être pas qu'est-ce qui est lambda, c'est notre spécificité. Et après, chacun a son caractère, va lâcher une petite touche d'humour, un petit quelque chose qui fait qu'on n'est pas au supermarché, quoi. D'accord. Céline? Oui, il faut pas oublier qu'on est des producteurs derrière la caisse et il faut pas avoir honte d'être un producteur derrière la caisse et de bien faire comprendre aux gens que c'est pas une caissière et que on va pas aussi vite et tout ça, ça peut excuser plein de choses. Après, ça excuse pas qu'il faut quand même qu'on soit commercial et être accueillant, avoir le sourire et tout ça, quoi. Hein. Voilà. Oui, c'est important. Et puis. Mais c'est important que les clients ils sachent que c'est un producteur derrière la caisse. Et des fois, ils savent pas, en fait. Ils rentrent, ils sortent du magasin sans avoir compris qu'en fait, c'était les producteurs qui vendaient et c'est les producteurs qui les encaissaient aussi, quoi. D'où l'importance, sans doute, effectivement, d'outils qui dégagent de plein de tâches et de soucis et de charge mentale, comme le disait Gaspard, pour être pleinement disponible pour vraiment accueillir le client, quoi. Oui. Ok, écoutez, je pense je tenais à vous remercier pour vos témoignages parce que c'était très riche et puis personnellement j'ai appris plein de choses et malheureusement cette émission touche à sa fin, on a débordé allègrement, donc c'était la sixième émission, donc encore un grand merci Céline Ousmane et puis Gaspard Schmitt, donc pour vos témoignages, votre participation. Et puis merci aussi aux éditeurs de nous avoir écoutés et puis d'avoir posé plein de questions. On a répondu à pas mal, peut-être pas toutes. Juste un dernier point que j'ai complètement zappé de dire. J'avais essayé d'avoir un troisième témoin qui était quelqu'un de la direction des finances et puis que j'ai eu au téléphone de Bercy, qui m'a dit non, on participe pas à ce type d'émission, mais si vous avez des questions précises, envoyez-les nous, on répondra. On a bien compris que les points de vente collectifs c'était quelque chose de spécifique. Donc c'est Isabelle Oudenow de la Direction Générale des Finances Publiques. Voilà, qui m'a très bien accueilli aussi. Alors, donc, cette émission touche à sa fin, on l'a dit. On prévoit d'organiser une prochaine réunion point de vente collectif dans 6 mois, donc en décembre 2019. Le thème de la prochaine radio n'est pas encore défini, donc si vous avez des propositions, tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part, des besoins, des choses, des points particuliers que vous aimeriez aborder sous cette forme-là. Et puis je rappelle que cette radio a été réalisée avec l'appui de Pascal Méjean et puis d'Agnès Catala, mes collègues membres de l'équipe projet circuit court de Tram. Voilà.
Eh bien, on va se quitter là-dessus. On vous souhaite une bonne après-midi et on vous dit à bientôt pour notre prochaine radio Point de Vente Collectif.